Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouveau webinaire sur le thème de la sécurité psychologique des salariés. Je suis Christian Mingui, consultant global senior chez Workplace Options et je suis accompagné de Ghana Diane. Ghana. Bonjour à tous et merci de me rejoindre à ce webinaire. Je suis Ghana Diagne, je suis Chief Knowledge Officer chez Workplace Options. En gros et en résumé, je m'occupe de tout ce qui est data, de l'exploitation des données et pour en tirer des enseignements. C'est cela ma fonction chez Workplace Options. Merci Ghana. Avant de commencer vraiment le webinaire, juste une petite précision technique. Vous pouvez nous poser des questions. Vous avez une boîte de dialogue, vous avez une boîte chat. N'hésitez pas à nous poser les questions et ce qu'on vous propose, c'est que nous allons y répondre à la fin de ces webinaires. Alors Ghana, qu'est-ce que la sécurité psychologique? En quoi elle est importante pour les organisations? Écoutez, la sécurité psychologique est un concept qui est récemment arrivé sur le marché, en tout cas dans les organisations, comme une dimension importante. Et c'est quoi la sécurité psychologique? C'est le fait de pouvoir, quand on est dans une organisation, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner ses idées, de pouvoir commenter, de pouvoir arriver avec quelque chose de nouveau sans crainte, de pouvoir aussi se tromper, parce que pour innover, il est rare d'innover et de réussir du premier coup. C'est de pouvoir se tromper sans crainte de représailles. Et donc, c'est ça la sécurité psychologique. Et il y a eu des études qui ont été faites, notamment le projet Google, je crois qu'il s'appelle en anglais Aristote en français, qui a mis en avant ce qui était la sécurité psychologique et qui a étudié un certain nombre d'organisations et qui a identifié la sécurité psychologique comme un des aspects, une des dimensions très importantes pour l'innovation, pour définir, pour créer de nouveaux produits et services. Et donc, c'est cela la sécurité psychologique, Christian. Et alors, avec des impacts sur les organisations qu'on a pu mesurer, je crois. Oui, et donc nous, chez Workplace Options, comme vous le savez, on accompagne les personnes au niveau individuel. C'est-à-dire que on accompagne à peu près un demi-million de personnes par an à travers le monde, dans tous les pays. Et on est un observateur assez fin de ce qui se passe dans les entreprises. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que il y a beaucoup de problèmes qui viennent, des individus eux-mêmes, des problèmes personnels, disons, mais on a beaucoup de problématiques qui sont liées à l'organisation elle-même, qui sont liées aux pratiques de l'organisation, qui sont liées à la culture de l'entreprise elle-même. Et donc, la sécurité psychologique fait partie de ces dimensions parce que les gens ne peuvent pas s'exprimer, par exemple, et donc ça génère de la souffrance au travail. Des fois, ce qu'on constate aussi, c'est un écart entre ce que l'entreprise pense que la culture est et la réalité. Et donc, ça fait partie aussi des dimensions qu'on observe. Et ces entreprises-là, non seulement elles génèrent de la souffrance au travail, mais sur le moyen et le long terme, c'est des entreprises qui réduisent leur capacité d'innovation. Parce que quand vous avez des salariés qui ont des idées et qui ne peuvent pas les exprimer parce que la culture ne le permet pas ou parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on a honte, donc du coup on anticipe des représailles ou des moqueries, etc. Donc, c'est des idées qui ne sortent pas. Et dans les entreprises du 21e siècle, l'idée, c'est la matière, c'est la ressource principale. Avoir une idée, et encore une fois, avoir une idée, ça ne veut pas nécessairement dire que cette idée sera nécessairement bonne. Avoir une idée, c'est voir des choses différemment de la majorité ou des personnes de l'entreprise et de pouvoir l'exprimer et en débattre et conclure que finalement, ce n'est pas une bonne idée ou elle n'est pas alignée avec la mission de l'entreprise, etc. Donc, la sécurité psychologique, c'est crée des dégâts. L'insécurité psychologique crée des dégâts parce que c'est des personnes qui, in fine, sont en souffrance.
au travail et ça impacte la performance de l'entreprise. Et à ce sujet, nous, par exemple, comme je vous ai dit, nous sommes des observateurs fins de ce qui se passe dans les organisations à travers le monde. On a, avec notre département consulting, par exemple, on a étudié les données de ce qui se passe. Et on a réussi à mesurer, par exemple, la sécurité psychologique par pays en fonction de ce que nous, on reçoit. Et vous vous rendez compte que la sécurité psychologique, on n'a pas la même… Non, la définition est la même, mais les causes sont différentes d'un pays à l'autre. Les causes de l'insécurité psychologique au Royaume-Uni, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'en France. Et donc, on voit bien que la culture du pays a un gros impact sur la sécurité psychologique, mais l'entreprise, en tant qu'entité qui elle-même a une culture, a un fort impact sur la sécurité psychologique. Et par exemple, avec notre département consulting, on travaille sur un outil justement qui s'appelle le Pentagone culturel. Et donc le Pentagone, ça n'a rien à voir avec le siège de l'armée américaine, avec l'armée américaine. Le Pentagone parce qu'il y a 5 dimensions. Donc nous, on a réussi à isoler 5 dimensions qui permettent de mesurer la culture d'une entreprise, l'écart entre la culture de l'entreprise dans la pratique, dans la réalité, et ce que les dirigeants de l'entreprise pensent, et son impact sur la santé mentale et des salariés. Et donc, ces dimensions, elles sont simples. C'est l'adhésion aux valeurs. Une entreprise, pour qu'elle puisse performer, pour qu'elle puisse innover, le minimum, c'est que les salariés adhèrent aux valeurs et adhèrent à la raison d'être de l'entreprise. Vous avez le rapport entre l'innovation et la tradition. Est-ce que l'entreprise encourage à tester de nouvelles idées ou est-ce que l'entreprise préfère plutôt se replier sur ce qu'elle connaît et performer là-dessus? Vous avez l'autonomie des salariés. Est-ce que les salariés ont suffisamment d'autonomie pour aller en dehors du cadre qui peut être fixé par l'entreprise et donc dans une approche top-down? Vous avez l'intégrité et l'éthique, parce que pour faire des affaires, bien entendu, il faut qu'il y ait une dimension éthique et une certaine intégrité pour que ce soit une performance durable. Et vous avez la diversité, et l'inclusion, qui sont aussi une dimension très, très forte des entreprises qui innovent et qui performent parce que justement, quand vous liez cette sécurité psychologique à cette diversité, non seulement vous avez une diversité dans la manière de penser, la manière de voir un problème, et cette diversité combinée à la sécurité psychologique vous permet d'innover et d'arriver sur le marché avec de nouveaux produits et services. Donc, la sécurité psychologique, c'est une dimension, encore une fois, essentielle dans le monde actuel parce que, 80% de l'économie aujourd'hui est une économie de services. Et une économie de services veut dire que les salariés sont une source importante dans la fourniture de ce service. Et donc, pour innover, pour créer, pour avoir de la qualité, la sécurité psychologique est une dimension importante, y compris pour l'engagement des salariés eux-mêmes. Alors, enjeu effectivement d'engagement et d'innovation, comme tu l'as bien décrit, mais il y a aussi un autre enjeu qui est l'enjeu de gestion de risque, en fait. La littérature de gestion des risques, du risk management, fourmille d'exemples, en fait, de situations où il n'y avait pas ce contexte de sécurité psychologique et ça a pu donner lieu à des drames, voire à des catastrophes. Alors, on pense notamment l'accident Challenger, qui a donné lieu d'ailleurs à ce qu'on appelle le syndrome Challenger. C'était, il y avait effectivement des personnes qui savaient qu'il y avait des problèmes techniques, qui ont alerté, mais ça n'est pas remonté.
parce que le contexte faisait que la perception, c'était que de toute façon, on ne nous écoutera pas. Donc, c'est ça aussi la sécurité psychologique, c'est de se dire, je dis quelque chose, mais je sais qu'on va m'écouter. Et là, en l'occurrence, les messages n'ont pas été écoutés. Donc, effectivement, c'est créer ce contexte de sécurité de telle manière que quand on signale, ben, on puisse prendre en compte effectivement ces erreurs ou ces problématiques pour les corriger. Et il y a d'autres expérimentations, notamment dans le secteur de la santé, où quand on a instauré ce contexte de sécurité psychologique, donc je dénonce, je signale des erreurs, etc., ben, on a vu une augmentation du nombre de cas d'erreurs en fait signalés. Qui peut paraître à premier niveau surprenant. On se dit, bah, on crée un contexte de sécurité psychologique, donc voilà, on devrait avoir moins de problématiques. Ben non, en fait, c'est que les gens se sentent à l'aise pour signaler les problématiques. Donc, on a un plus grand nombre de signalements. Donc, on a plus de chances de corriger le risque et de faire par retour d'expérience. Alors, il y a des secteurs, des entreprises qui s'y sont mis à fond sur cette notion de sécurité psychologique. Je pense notamment au secteur de l'aviation, où systématiquement on le signale, donc c'était normé. Donc effectivement, là dans ce cas-là, ce qu'on appelle near miss sont signalés parce que on sait que ça va pouvoir permettre de corriger, d'affiner encore plus la culture de la sécurité. Donc aussi un enjeu de sécurité, de risk management. Et j'ajouterais aussi un enjeu de santé dans les entreprises parce que finalement, c'est aussi envoyer le message aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité qu'elles peuvent signaler, qu'elles peuvent en parler, que c'est OK d'en parler et que leurs situations pourront être accompagnées. Je prendrai un exemple, un chiffre, 50% des personnes qui ont un cancer n'osent pas en parler dans leur entreprise parce qu'il y a crainte d'une stigmatisation ou peut-être un impact sur leur activité. Voilà, donc du coup, moindre chance de pouvoir les accompagner. Donc c'est aussi un enjeu de santé. Autre exemple, dans un contexte de sécurité psychologique, on a plus de chances de signaler des comportements inappropriés. Je pense notamment à des situations de harcèlement. On voit malheureusement des situations qui nous remontent, mais qui ont perduré très très longtemps. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que il n'y a pas eu de signalement plus tôt et justement, ce contexte de sécurité psychologique devrait permettre d'alerter plus rapidement et donc de pouvoir traiter la problématique à la source et plus rapidement. Alors, quand on a dit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place en fait pour créer ce contexte et avoir cette sécurité psychologique. Alors, pour cela, en fait, on va publier prochainement une étude globale qu'on a réalisée avec ASM, donc l'Institut international de la sécurité et du risk management. Et donc, on a notamment posé des questions sur la sécurité psychologique. Et une des questions, c'est comment votre organisation promeut la sécurité psychologique. Et en premier lieu, les répondants, donc à plus de 300 personnes, en mettant à disposition des salariés des ressources sur la santé mentale et du support. En deuxième lieu, en faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion, tu en parlais tout à l'heure, Ghana. Et en troisièmement, en encourageant un dialogue ouvert et la culture du feedback et en fournissant les informations sur la psychologie. Et dans la même étude, on a aussi posé des questions sur quels sont les facteurs de risque qui peuvent empêcher la sécurité psychologique dans les organisations. On a en premier lieu l'exigence au travail, le stress au travail, un mauvais équilibre vie pro, vie perso et des conflits. Donc, de la pression qui fait que on se sent plus en situation de sécurité psychologique. Alors, sur cette base-là, Ghana, quelles sont tes réactions? Non, je vais tout à fait dans ce sens. Ce que je vais juste rajouter, c'est que la sécurité psychologique en général et la culture sont du ressort de la direction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on en parle
qu'on en fait un trait culturel. Donc, cela doit être un engagement de la direction d'avoir dans son plan d'action, dans la culture, la sécurité psychologique comme facteur essentiel. Parce que la direction étant responsable de la culture d'entreprise, le respect des personnes, l'autonomie, la liberté, en tout cas sans crainte de représailles, de remonter les problèmes ou de proposer des solutions, sont du ressort de la direction de l'entreprise. C'est-à-dire, et quand je parle de la direction de l'entreprise, je parle de tous ceux qui ont une fonction managériale dans l'entreprise, et ça doit être un trait culturel. Et donc, les résultats que tu donnes de l'étude de AFM sont tout à fait pertinents. La première étape, bien entendu, c'est d'en prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la sécurité psychologique. On a essayé de définir juste au début de notre interview. Mais il faut en prendre conscience, et il faut en prendre conscience non pas seulement comme quelque chose qu'il faut faire, mais comme un levier de performance de l'entreprise sur le moyen et le long terme. Parce qu'on est dans une société de l'innovation, parce qu'on est dans une société où les erreurs peuvent coûter cher. Tu parlais tout à l'heure de Challenger. Effectivement, Challenger, les problèmes ont été identifiés, mais parce que les personnes ne se sentaient pas en sécurité pour remonter les problèmes qu'ils avaient identifiés sur le terrain, personne ne les a remontés, et ça a fini par une catastrophe, l'une des pires catastrophes aéronautiques de l'histoire. Donc, c'est exactement sur ces mêmes aspects qu'on est en termes de sécurité psychologique. En parlant de ça, je vais en profiter. Il y a ce livre-là, je ne sais pas s'il est visible. Là, c'est la version en anglais de Amy Edmondson qui parle de la sécurité psychologique. Je crois que la version française s'appelle L'entreprise sereine. Et je vous invite tous à lire ce livre, L'entreprise sereine de Amy Edmondson, qui parle de manière très très claire de la sécurité psychologique, de ce que c'est, qui donne des exemples et qui donne un mode d'emploi, de comment le mettre en œuvre dans les entreprises. Et en premier lieu, pour la mise en œuvre d'une culture de sécurité psychologique, la première chose, c'est de mesurer la sécurité psychologique. De quoi on parle? Parce que on peut être dans une entreprise, en tant que chef d'entreprise, on peut se dire, mon entreprise, les gens sont libres de s'exprimer, de proposer, mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, encore une fois, de toutes les enquêtes de terrain qu'on fait, on constate un écart vraiment significatif entre ce que les chefs d'entreprise pensent et ce que les salariés remontent. Et ça, c'est la première chose, c'est le diagnostic. D'accord? Est-ce que vous êtes une entreprise, on va dire, sereine? Voilà, c'est pour reprendre le titre du livre en français. Si vous êtes une entreprise sereine, normalement cet écart et les 5 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure devraient être optimaux. Toutes les dimensions devraient être optimales. Si elles ne le sont pas, ça veut dire qu'il y a des axes d'amélioration sur lesquels on peut travailler pour améliorer la sécurité psychologique. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de mesurer. Est-ce que vous êtes une entreprise sereine? Est-ce que vos salariés sont libres de s'exprimer? Et ensuite, il faudra mettre en place un plan d'action. Encore une fois, c'est une action de long terme parce que, encore une fois, on touche à la culture de l'entreprise. Une culture, c'est pas quelque chose qui se change du jour au lendemain. On touche à la culture d'entreprise pour une performance à moyen et à long terme. Et donc, Christian, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples, vu ton expérience, des moyens d'améliorer la sécurité psychologique? Alors, tu parlais effectivement de l'importance du leadership, en fait, d'avoir des valeurs incarnées, parce que c'est très bien d'afficher des valeurs, mais si elles ne sont pas respectées, là, du coup, il n'y a plus de sécurité psychologique. Il faut d'avoir des valeurs partagées. Je pense notamment au respect mutuel, parce que c'est respecter l'opinion et les idées de l'autre, et de les incarner au quotidien.
Et en fait, que tu disais, il y a un écart de perception entre ce que l'entreprise pense et les salariés peuvent penser, mais il peut y avoir aussi un écart de perception entre ce qu'on pense faire et ce que l'on fait, en fait. Donc, il y a aussi un gros travail, à partir du moment où on veut s'engager sur ce contexte de sécurité psychologique, de formation et de pratique. Et là, les formations, ça peut aider, le coaching aussi. Et c'est vraiment tout un travail à faire parce que parfois, on pense effectivement créer un contexte de sécurité psychologique dans son équipe et ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment donné aux personnes la possibilité de s'exprimer? Est-ce que j'ai pas été déjà tout de suite dans la conclusion? Est-ce que j'ai vraiment créé ce cadre où les gens se sentent à l'aise pour donner une opinion éventuellement contradictoire? Donc, un vrai travail, je dirais, voilà, d'analyse de ses propres pratiques pour que effectivement les personnes soient à l'aise pour s'exprimer. Et c'est aussi créer au niveau de son équipe une espèce de charte en fait voilà de bonnes pratiques du travail en équipe. Donc c'est quelque chose qui s'organise au niveau organisationnel, mais qui se pratique au quotidien pour que effectivement ce soit décliné à tous les niveaux et qu'on puisse bénéficier de l'effet positif de ce contexte de sécurité psychologique. Et justement, la sécurité psychologique, bien que j'ai dit tout à l'heure qu'on est dans une économie principalement de services, elle s'applique à tous les secteurs d'activité. Christian donnait l'exemple de Challenger tout à l'heure, c'est remonter des problèmes industriels. C'est pas uniquement le service, c'est pouvoir remonter les problèmes industriels également. Ça permet d'éviter des catastrophes. Bien entendu, dans une entreprise de service, c'est fondamental. Dans une entreprise de service, c'est fondamental de mettre en place un cadre où les salariés se sentent en sécurité, pas en sécurité physique, mais en sécurité psychologique, et pour la croissance de l'entreprise, pour la qualité du service qui est délivré. Voilà. Quand quelqu'un n'est pas bien psychologiquement, le service délivré ne peut pas être de bonne qualité. C'est un service qui va être fait sous contrainte, en étant préoccupé. Voilà. Donc, tout cela fait partie de la sécurité psychologique. C'est un état d'esprit. Nous sommes bien conscients que ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit, encore une fois, il y a des études qui le démontrent. Je vous ai tout à l'heure présenté le livre d'Amy Edmondson que je vous invite à lire d'ailleurs. C'est un état d'esprit qu'il faudrait pouvoir implémenter, mettre en œuvre dans les entreprises pour pouvoir grandir, pour pouvoir améliorer la qualité de service, pour pouvoir améliorer l'engagement des salariés. On remarque aussi que le turnover est beaucoup plus faible dans les entreprises qui ont mis en place des pratiques de sécurité psychologique à comparer aux entreprises qui ne l'ont pas mis en place. Le turnover est beaucoup plus faible dans ces organisations-là. Tu parles de turnover et j'ajouterais, parce que je sais qu'il y a des assureurs qui nous écoutent, qui sont de personnes du monde de l'assurance qui sont enregistrées sur ce webinaire. C'est aussi un enjeu de maîtrise de l'absentéisme. En effet, il y a des études à nouveau qui le montrent. Je pense notamment à une étude Gallup qui montre que les équipes où il y a effectivement un niveau élevé de sécurité psychologique affichent un taux d'absentéisme plus faible. On parle des chiffres de 27% d'absentéisme en moins. Mais ça s'explique en fait. Ça s'explique parce que on sait que quand on est écouté, encouragé, valorisé parce qu'on nous écoute justement, il y a un élément fort qui c'est une forme de reconnaissance tout simplement. Je reconnais des idées que je t'écoute, je t'encourage, donc on envoie des signaux forts. Et ça, on sait que la reconnaissance est un facteur très positif pour réduire l'absentéisme. Donc, on est toujours dans les mêmes
concept. Hein. Donc, il y a la reconnaissance, donc je suis plus engagé et l'engagement, à nouveau, est extrêmement, enfin, un facteur très fort pour qu'il y ait moins d'absentéisme. Donc là aussi, un enjeu de réduction, de maîtrise de l'absentéisme. Donc, vous voyez bien qu'il y a énormément de conséquences positives entre l'innovation, la maîtrise du risque, la baisse de l'absentéisme, un meilleur engagement dans les entreprises. Ouais, et je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, je disais qu'on observe, vu la masse de données que l'on traite, qu'une partie de la souffrance au travail, une partie des arrêts de travail, une bonne partie, et de plus en plus croissante, sont dues à des problèmes de souffrance psychologique. Et cette souffrance psychologique, les causes sont organisationnelles. C'est-à-dire que c'est la manière dont l'entreprise est organisée, dont l'entreprise opère au quotidien, la culture de l'entreprise, sont les générateurs de la souffrance au travail. Et donc, pour réduire la souffrance au travail, une bonne pratique serait de s'attaquer à l'organisation culturelle du travail en entreprise. Et nous, on le constate tout le temps. Et on remonte ces informations d'ailleurs aux entreprises en leur disant, ben, écoutez, on a tel nombre de personnes, on ne donne évidemment pas des noms, mais on leur donne des statistiques agrégées, leur disant que les problèmes sont d'ordre culturel, les problèmes sont d'ordre organisationnel, et que pour réduire l'absentéisme, il faut que l'entreprise s'attaque à ces problèmes d'ordre culturel et organisationnel. Ça, on le voit de manière claire, et justement, la sécurité psychologique est l'un des leviers sur lesquels il faut agir pour pouvoir modifier cette machine organisationnelle à produire de la souffrance au travail. Et cela devient de plus en plus critique, d'ailleurs, parce que, nous sommes dans une société de plus en plus vieillissante, et donc les arrêts de travail pour souffrance psychologique sont en train de devenir, si ce n'est d'ailleurs dans plusieurs pays, la première cause d'arrêt de travail et d'absentéisme. Donc, il faudrait s'attaquer à ce problème. C'est tout à fait effectivement ce qui est ressorti de notre enquête sur les arrêts de travail, hein, réalisée l'an dernier avec BVA sur les causes de l'absentéisme. Effectivement, les problématiques mentales sont la première cause d'arrêt de travail. Effectivement, comme tu le disais, hors les maladies bien sûr ordinaires, les maladies, effectivement celles qui sont liées à l'organisation et aux pratiques managériales. Je vois le temps qui passe. Je consulte un petit peu la boîte de dialogue et en fait, je vois qu'il y a plusieurs questions qui nous ont été adressées. Il y a une première question, en fait, c'est bonjour, pouvons-nous avoir accès aux études citées afin de retrouver les statistiques, informations et pouvoir les appliquer au maximum? Oui, bien sûr. Ça me fait penser d'ailleurs que de toute façon, on va vous envoyer vous allez recevoir rapidement un questionnaire de satisfaction. Donc, on peut aussi vous envoyer ces informations avec grand plaisir pour les partager. Deuxième question. Alors je découvre dans un environnement concurrentiel comme dans un cabinet de conseil où les consultants sont souvent en compétition les uns avec les autres, comment promouvoir la sécurité psychologique alors même que faire des feedbacks honnêtes concernant son bien-être, surcharge de travail, mauvaise communication, burn-out, peut entacher sa réputation et bloquer une potentielle promotion face à d'autres collaborateurs. Bah, écoutez, ça c'est un exemple typique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 5 dimensions du pentagone culturel qu'on a mis en place. Et donc, l'intégrité et l'éthique en font partie. La sécurité psychologique, si on a une crainte, si on n'a pas de promotion, ou on est bloqué dans son entreprise parce qu'on a exprimé un problème, ça veut dire que cette entreprise n'a pas de démarche de sécurité psychologique, justement.
Et c'est justement ce dont on parle. Et la sécurité psychologique, c'est de pouvoir remonter ce genre de problème. On peut être en compétition. La sécurité psychologique ne veut pas dire que la compétition n'existe pas, mais c'est une compétition saine. Cela ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on peut raconter n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir au travail. Au contraire. Et encore une fois, pour des organisations qui ne promeuvent pas la sécurité psychologique, ces organisations sur le long terme, et ça, il faut clairement montrer les statistiques, clairement montrer les résultats. Encore une fois, je vous invite à lire le livre. Des entreprises qui innovent, des entreprises qui augmentent qui ont un engagement des salariés beaucoup plus important, des entreprises qui réduisent les risques d'erreur, promeuvent la sécurité psychologique. Avoir peur de remonter un problème, ce n'est pas la sécurité psychologique. Et ça, c'est des statistiques. Je pense que la meilleure manière de convaincre, encore une fois, il faut que la direction soit engagée pleinement dans cette transformation. Deux, il faut montrer les bénéfices de s'engager dans une transformation de ce genre. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une transformation juste pour se transformer. C'est une transformation, qui a un impact clairement financier sur la performance de l'entreprise. Une entreprise qui promeut cette démarche réduira son absentéisme, augmentera son taux d'innovation, etc. Christian, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Non, par rapport à cette je pense que tu l'as dit. Enfin, le fait de pouvoir démontrer que, en termes de performance, l'entreprise a tout à y gagner. Et c'est ça la première étape de la démarche. Et ça me fait penser à une autre question qu'on a reçue. Quel est selon vous, quel est selon vous ce que vous voyez sur le terrain les plus gros obstacles à la mise en place d'une culture d'entreprise sereine? À mon sens, il est important que le top management soit convaincu en fait de l'intérêt en termes de, comme tu l'as dit, d'innovation, de performance de l'entreprise. Et c'est à partir du moment où il y a cette prise de conscience que c'est un enjeu pour l'entreprise. C'est un peu la démarche du projet Aristote de Google. C'est-à-dire, ils ont vu qu'en termes de performance dans les équipes, le premier facteur, c'est quand même, il y a différents facteurs, mais le premier facteur, c'est la sécurité psychologique, le premier facteur de performance. Donc, quand vous arrivez à ces éléments-là, vous dites, bah ouais, ce serait quand même pas mal qu'on instaure effectivement des bonnes pratiques avec un contexte de sécurité psychologique et qu'ensuite on le décline. Qu'on le décline, donc il faut former, il faut mesurer, il faut coacher, il faut faire des retours d'expérience pour que effectivement ça se décrète pas, ça se cultive en fait au fil du temps et que c'est quelque chose qui s'instaure et qu'il y ait de la rétroalimentation pour qu'on corrige en permanence des situations. Je vois le temps qui passe et il y a une dernière question peut-être qu'on peut traiter, c'est comment gérer une situation où un leader ou un manager ne valorise pas la sécurité psychologique malgré les efforts de l'équipe pour la promouvoir. Je peux peut-être, tu veux répondre ou je vais répondre, Piana? Non, vas-y, réponds. Oui, effectivement. Donc là on est à nouveau dans un contexte de managériel parce qu'il peut y avoir un contexte de sécurité psychologique globalement dans l'entreprise, mais c'est pas homogène. Donc il y a effectivement des styles managériaux qui peuvent différer. Donc là, il y a effectivement de pouvoir faire remonter cette situation potentiellement parce que ça peut générer, comme tu l'expliquais, Ghana, de la souffrance, mais ça peut aussi générer des risques en termes de risk management. Donc, c'est de le signaler pour que ce manager puisse bénéficier peut-être d'un accompagnement, voire peut-être aussi alors, tout dépend du contexte, mais qu'on lui rappelle les règles, quoi. Parfois, il y a aussi des comportements inappropriés. Donc, si des personnes qui ont un comportement inapproprié, c'est leur rappeler les règles pour qu'effectivement, ça puisse être corrigé, voir si ces comportements perdurent, de la sanction. En tout cas, ne pas laisser ces situations perdurer au niveau local parce que ce sera néfaste à la fois pour la performance de l'entreprise, mais surtout pour la performance de l'équipe et le bien-être des collaborateurs.
Je crois que Moi, nous… Oui, j'en prie. je voulais juste compléter, Christian. Mm. Encore une fois, la direction définit un peu la culture de l'entreprise. Elle définit les valeurs de l'entreprise également. Quand quelqu'un s'écarte de ces valeurs-là, c'est-à-dire que si on a une démarche de sécurité psychologique, ça veut dire que la personne n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise. Et la pratique est importante, c'est-à-dire que ce que le top management, ce que la direction, quel est le comportement de la direction est contagieuse. C'est-à-dire que si la direction se comporte bien avec les salariés, permet la culture du feedback, permet la culture de l'écoute, tolère des erreurs, parce que c'est un trait culturel de l'entreprise, parce qu'ils sont convaincus que c'est en essayant et en se trompant qu'on améliore quelque chose, qu'on améliore un produit, un service, qu'on innove. Normalement, ce genre de comportement descend dans l'entreprise et se propage. Et donc, quand il y a quelqu'un qui s'écarte comme ça se voit. Et ça s'auto-corrige, ou c'est aux ressources humaines de l'entreprise, comme disait Christian, de rappeler les règles, de rappeler les valeurs, de rappeler la culture de l'entreprise et de rappeler pourquoi l'entreprise le fait. Parce que c'est vital pour une entreprise d'avoir cette démarche de sécurité psychologique. Si l'entreprise tolère trop d'écart, c'est pareil, ça va aussi se répandre à d'autres parties de l'entreprise et in fine, la culture de l'entreprise sera détruite. Donc, le plus important, encore une fois, c'est la direction, quel est le signal qu'elle envoie au reste de l'entreprise et sa mise en œuvre de ce qu'elle dit aussi. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous dites que vous êtes dans une démarche de sécurité psychologique et que quand quelqu'un fait une erreur, cette personne est licenciée, ben écoutez, ça, ce n'est qu'un discours. Donc, il faudrait montrer l'exemple au quotidien qu'on est dans une démarche de sécurité psychologique à l'égard des salariés. Merci Ghana, ça va être le mot de la fin. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va vous envoyer les références effectivement aux études que l'on a mentionnées. Et puis, je vous remercie de pouvoir répondre au questionnaire parce que c'est toujours important pour nous d'avoir votre feedback justement en toute sécurité psychologique pour pouvoir effectivement bénéficier de votre retour et aussi continuer à s'améliorer. Merci beaucoup, bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.